Bienvenue dans ce premier épisode. Et aujourd'hui, je traverse la France pour me rendre dans les Vosges, plus précisément à Épinal. Épinal, c'est 32 000 habitants. Son château, du XIIIe siècle tout de même. Et son célèbre musée de l'image. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas venus là pour ça. Nous sommes venus pour rencontrer un très célèbre brasseur. Ce qui me motive encore à brasser, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre et notamment avec le matériel que j'ai derrière moi qui est fait de briquet de broc, j'essaye à chaque fois d'augmenter la régularité et la stabilité de mon produit. Et ça me fait penser donc au film Armageddon, Le Petit Plaisir Coupable avec Harry Stumper incarné par Bruce Willis. Il dit qu'il est foreur depuis plusieurs générations, il a fait ça toute sa vie et il est loin d'avoir fait le tour. La bière, c'est le produit alimentaire qui a été le plus étudié de l'histoire de l'humanité. Le deuxième, c'est le fromage, le troisième, c'est le pain. Mais la bière, c'est l'aliment sur lequel on a le plus de connaissances parce que c'est un aliment à la base. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Donc si je fais ça toute ma vie, je sais que je serai loin d'en avoir fait le tour. Et si je fais ça toute ma vie, je sais que j'aurai pas travaillé pendant toute ma vie parce que j'aime ce que je fais. C'est compliqué, c'est parfois dur, mais en aimant ce qu'on fait, en parlant de passion, c'est ça qui fait rester. Est-ce que ça fait cliché d'être brasseur dans les Vosges? Ou alors justement, est-ce qu'il y a une symbolique très forte? Alors du coup, c'est une symbolique assez forte parce que c'est pour faire revivre un petit peu le passé brassicole lorrain pour vraiment la grande région. Faut savoir qu'en Lorraine, il y avait énormément de brasseries. Et après les différentes guerres, donc 70, 14, 18, 39, 45, ça a tué beaucoup de brasseurs, détruit énormément de brasseries. Et c'était devenu aussi un objectif militaire de taper sur les brasseries pour démoraliser les troupes. Mais ce qui a le plus détruit les brasseries, ça reste les obus. Parce qu'on démontait les cuves en cuivre pour faire des douilles de but. Et donc du coup, c'est ça qui a démantelé pas mal de choses, surtout dans les années 70, 1870. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ces différentes guerres, il restait plus que 8 grosses brasseries en France, et donc ça a été complètement sinistré. Et aujourd'hui, on essaye de faire revivre le passé brassicole lorrain, et donc s'implantant dans les Vosges, on a une clientèle, on a de quoi faire, on a énormément de matières premières qu'on a ici, que ce soit de l'orge brassicole qui est cultivée dans les coins. On avait Rambervillers, c'était une grosse houblonnière qui permettait d'approvisionner pas mal de brasseries en houblon, elle est tombée en désuétude depuis. Mais on a toujours le côté alsacien avec du houblon alsacien et le côté nord de la France avec du houblon du nord. Alors comment as-tu découvert cette passion pour le brassage de bière? Je pense pas qu'on découvre une passion, mais c'est quand on commence à faire les choses qu'on devient finalement passionné. On peut mettre une canne à pêche dans les mains de quelqu'un, il va sortir un poisson et absolument rien ressentir. Par contre, il y en a un qui va choper un tout petit gardon et il y a un basculement qui se fait. Et là, cette personne se dit, tiens, cette sensation-là, ça me plaît. Et c'est le basculement-là qui fait qu'on devient passionné parce qu'on commence à faire les choses. Donc moi, c'est intervenu, j'avais un prof à l'IUT, Monsieur Zavatiero, donc s'il me voit. Bonjour. Donc Monsieur Zavatiero, lui, il était prof de mécanique des fluides, que j'appréciais pas du tout cette matière-là. Enfin, j'aimais cette matière, mais j'étais nul, en fait. Et il faisait des cours sur charcuterie, il faisait sur du pain, la panification, et il a fait des cours sur la bière. Et il m'avait expliqué qu'effectivement, quand on mélange de l'eau et des céréales à différentes températures, au début, ça a un goût de céréales classique, mais 1 heure plus tard, ça a un goût très sucré. Et quand j'ai refait l'expérience chez moi en brassant en amateur, c'est cette petite bascule-là, en fait, entre le côté céréales du matin et 1 heure plus tard, on goûte, c'est extrêmement sucré, il y a eu un changement d'état, et chez moi, il y a eu quelque chose. Et c'est à force de recommencer que ça devient passionnant, parce qu'on se rend vite compte qu'on a énormément de lacunes techniques et aussi de théorie, et de recreuser, de recreuser, de recreuser. Et c'est finalement la passion qui fait qu'on reste dans le métier. Si on n'est pas passionné pour un métier qui est compliqué, parce que finalement faire de la bière c'est un métier pour tous les jours, c'est pas toujours drôle comme tous les métiers, mais c'est la passion qui fait que les petits moments où c'est compliqué, ben on les affronte et on continue parce que c'est ça qui nous passionne finalement. Tu nous parles souvent dans tes vidéos des ingrédients avec poésie. Alors, quand tu crées une nouvelle bière, comment tu choisis les ingrédients pour ensuite faire un mélange qui donnera, j'imagine, un goût unique, en tout cas le plus possible? Comment ça se passe? Alors,
J'utilise, donc pour faire de la bière, il y a 4 ingrédients. Il y a de l'eau. L'eau, c'est l'élément sur lequel on a le moins la main mise. En tout cas, dans des petites brasseries comme ça, on ne fait pas vraiment de correction en termes de pH, en termes de minéraux, de choses comme ça. Donc là, nous, c'est l'eau de Bains-les-Bains, c'est l'eau du réseau qui est traitée par les municipalités. Ce qui est bien, c'est que c'est une eau de source. Donc il n'y a pas besoin de gros traitements, javel, etc. Donc on en a très très peu. Donc on a une eau de bonne qualité, mais c'est l'ingrédient principal, c'est à peu près 95% du produit fini. Si la bière fait 5 degrés, c'est 95% d'eau. Donc du coup, cet ingrédient-là, on a peu la main mise dessus. Le reste, j'ai pris le parti de tout acheter en France. Donc orge français, de chez Soufflet. Donc c'est un gros groupe Soufflet, hein. C'est Malte Europe, c'est vraiment gigantesque. Il y a 2 greniers en Europe, la France et l'Ukraine. Bon, pas de politique. Mais du coup, on va rester en France et j'utilise de l'orge français. Chez Soufflet, on peut sélectionner les régions et donc la provenance des céréales. Chez moi, c'est Hauts-de-France et Île-de-France. Orge français, houblon, Alsace et nord de la France. Alsace pour le Frankreich Streuselspalt. Maintenant que j'arrive à le prononcer, je le dis. Et pour ce qui est du nord, ça va être du Golding, du Cascade et plus récemment du Saz. Le Saz, c'est un houblon qui, d'habitude, est produit en République tchèque. Le houblon, il y en a partout. On peut en trouver États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, cas particulier. La production de houblon en Afrique du Sud a été entièrement achetée pendant 5 ans par une multinationale de brasserie, pour éviter que d'autres petites brasseries puissent utiliser cet ingrédient-là. Donc on a quand même dans la bière, voilà, moi j'existe pas, hein, pour effectivement, même dans les petites brasseries, j'existe très très peu. Donc, orge français, houblon français et la levure. La levure est produite dans le nord de la France, chez Le Saffre. Le Saffre, c'est Fermentis qui produit, je crois, 80% de la levure dans le monde pour la panification et aussi pour la brasserie. Donc j'ai fait le choix de tout acheter en France. Et la sélection de ces ingrédients-là, c'est une partie du goût. Il y a un plat que j'aime beaucoup, c'est les pâtes fromage poivre. Il y a peu de choses, mais c'est compliqué de le réussir. Donc du coup, moins on a d'ingrédients, plus on va sentir les petits défauts. Donc j'aime beaucoup par exemple la Kronenbourg parce que c'est très peu alcoolisé et s'il y a une faute de goût, on va le sentir tout de suite. Donc une bière très légère, malgré le fait que j'en fasse très peu ici parce que j'ai quand même un goût prononcé pour les bières un peu chargées. Nord de la France, donc du coup influence belge, on va dire. Donc là-dessus, le choix des ingrédients pour donner quelque chose unique, je ne sais pas trop, mais en tout cas quelque chose qui me plaise. Donc de choisir vraiment les ingrédients au départ. Et ça, c'est avec l'expérience et un certain nombre d'expériences qui font qu'on arrive à, globalement, avant de commencer le brassage, on a une idée, en gros, de ce dont on doit arriver. Alors, les défis techniques, j'ai eu la chance de faire mes études à l'IUT. L'IUT de Nancy, l'IUT du Montais, donc Nancy-Brabois. Voilà. Nancy-Brabois, où là, justement, j'ai pas choisi cette filière au hasard, parce que c'est industrie agroalimentaire, microbiologie. Donc j'aurais pu faire industrie, donc abattoir, laiterie classique, fromagerie, charcuterie salaison, etc. Mais la bière, c'était la chose qui regroupait le plus de compétences que j'avais pu acquérir. Donc dimensionner un échangeur à plaques, dimensionner un brûleur, dimensionner une résistance de chauffage pour obtenir telle température en tant de temps et ainsi de suite. Donc ces défis techniques, j'ai pu les affronter avec la formation que j'avais au départ. Les plus gros défis maintenant, ça va être de la programmation, parce que l'embouteilleuse qui est juste derrière, je ne sais pas si vous la voyez, mais cette embouteilleuse était tombée en rade avant qu'on fasse la vidéo. Donc il a fallu reprendre des cours, et j'en ai pris pendant le week-end, sur lire un schéma électrique. Donc finalement, la vie d'un brasseur quand il est seul, dans sa brasserie, c'est de résoudre des problèmes de plomberie, d'électricité. Une brasserie, de toute façon, c'est simple. C'est une pince multiprise, un rouleau de scotch duct tape gris et du WD-40. Voilà. Si ça doit bouger, c'est WD-40. Si ça ne doit pas bouger, c'est le duct tape gris. Voilà, c'est tout. Donc, il y a plein de petits défis, mais il faut les prendre un par un et normalement, on arrive à s'en sortir. Alors du coup, la fabrication de la bière, c'est quelque chose d'assez simple au final. C'est un mélange de céréales. Céréales, on appelle ça le malt. Le malt, c'est un terme générique qui décrit toutes les céréales qui ont été maltées. Le maltage se fait en malterie. Donc dans les années 1800, il y avait une bonne centaine de brasseries dans le nord-est. Et finalement, c'était un agriculteur qui maltait une partie de ses céréales pour faire de la bière avec. Après les 3 guerres dont j'ai parlé déjà,
il n'y avait plus de malteur. Les brasseries avaient tellement grossi que le malteur, il n'avait plus le temps de malter le tout, et les deux métiers se sont séparés. Ce qui fait que les malteries aujourd'hui récoltent, en tout cas achètent plutôt l'orge crue de brasserie, récoltée par les agriculteurs, et ils le font germer. Et c'est la germination qui transforme l'orge, en malt d'orge, le blé en malt de blé, le maïs en malt de maïs. Pendant la germination, le grain essaye de devenir une future plante. Il synthétise des enzymes, les mêmes qu'on a dans la salive, qui dégradent l'amidon en sucre. Et le but du brasseur, finalement, mon travail, c'est de fabriquer du sucre à partir de l'amidon des céréales. Et ce sucre-là sera transformé en alcool par la levure. La levure qui va transformer ce sucre, en alcool et en gaz. Donc le but, c'est de mettre de l'eau chaude, montée à différentes températures pour dégrader l'amidon en sucre, retirer les céréales par un processus de filtration qui est assez simple, hein, c'est une décantation tout simplement. On récupère un jus sucré, on le fait bouillir pendant 1 heure, on ajoute du houblon, donc Alsace et le nord de la France. Pour faire de la bière blonde ici, c'est 350 kg de céréales pour faire 1000 litres de blonde et 6 kg de houblon. Donc même si c'est l'ingrédient le plus connu, le houblon il rentre en très petite quantité. Ça bout pendant 1 heure, on ajoute les 6 kg de houblon, on refroidit, on envoie dans les fermenteurs qui sont derrière et on ajoute la levure. Et c'est la levure qui va transformer le sucre en alcool et en gaz. C'est la fermentation alcoolique, ça se fait à 20 degrés et ça dure à peu près 1 semaine. Et tout le reste, ça va être de l'affinage. L'affinage se fait au froid, 5 degrés, donc là on ne l'entend pas parce qu'on a éteint les groupes froids pour les besoins de la vidéo. Mais autour des fermenteurs, j'envoie de l'eau froide et c'est moi qui, en goûtant, au fur et à mesure du temps, qui va déterminer quand est-ce que la bière sera bonne à mettre en bouteille. Pour de la blanche, c'est 2 semaines. Pour de la brune, c'est 8. Pour de l'ambrée, c'est 5-6. Pas besoin d'aller plus loin. Un peu comme l'affinage d'un comté, en fait, finalement. C'est moi qui, j'emprunte la phrase à la visite que j'ai fait cet été, c'est moi qui vais cueillir la bière au moment où ce sera le plus opportun. Parmi toutes les bières que tu as créées, c'est laquelle dont tu es le plus fier et pourquoi ? Alors c'est compliqué, c'est super compliqué parce que, alors il y en a certaines où en fait je fais pas des styles de bière que j'aime pas parce que je m'y connais pas assez et que j'ai pas le goût pour ça. Donc là il y a une mode maintenant, c'est des bières qui sont acides. Alors ça peut arriver quand il y a un incident de fabrication, mais faire une bière très acidulée, c'est quelque chose, moi j'ai eu problème avec l'acidité, j'aime pas. Donc je saurais pas en faire une bonne parce que moi-même je n'aime pas. Donc toutes ces bières-là, je ne suis pas du tout en train de répondre à la question. Là où je suis le plus fier, ça doit être la Deux Berges. La Deux Berges, c'est une bière en collaboration avec le domaine du houblon, qui est à Thaon. Et l'ancienne brasserie était à côté du canal, donc là où tu avais vu que c'était pas du tout le bon endroit pour le coup. Et donc Thaon, c'est aussi le long du canal. Et comme on est 2 brasseurs, on se connaît depuis très longtemps, et on est amis depuis très longtemps, on a décidé de faire une bière ensemble et de l'appeler la Deux Berges. Parce qu'on n'a jamais su si moi je marche le long de ma berge et lui de la sienne, est-ce qu'on se retrouve sur le même côté ou face à face. Pas très sportif moi non plus, donc du coup on n'a jamais testé, on a appelé ça la Deux Berges. Et c'est vraiment un mix que moi je n'aurais pas pu faire parce que j'aime pas les bières qui sont très houblonnées, lui il aime beaucoup plus, et on a réussi ensemble à faire des compromis pour faire notre bière. J'ai apporté les céréales parce que j'aimais bien cette base maltée, lui il a apporté ses houblons, et du coup, ça a fait un beau mariage. Donc c'est vraiment celle-là dont je serais le plus fier, ouais. Parce que c'était une collaboration. Je pense qu'on peut être fier quand on a collaboré, sans jeu de mots, quand on a collaboré, qu'on a réussi à faire quelque chose, non pas en opposant, comme on aurait pu le faire, moi le côté maltais, lui le côté houblonné, mais en se disant qu'entre les deux, entre noir et blanc, il y a une infinité de couleurs, dès lors qu'on arrête de les opposer, et on a trouvé un très très bon compromis. Et c'est vraiment une bière que j'aime beaucoup. Alors justement, du coup, combien de bouteilles tu produis? Alors pas forcément les deux... Pas forcément les Deux Berges. Donc la brasserie fait 55 000 litres par an, 550 hectos. Alors en termes de bouteilles, ça se divise moitié en 75, moitié en 33. Donc là de tête, je saurais plus le dire, mais c'est 55 000 litres par an. Ouais. Ce qui est pas mal pour une production en étant tout seul. On a même le temps de faire des vidéos, donc voilà, je suis pas quelqu'un de bousculé, donc j'ai un peu de temps libre, peut-être trop. Alors du coup, est-ce que tu auras un conseil à donner aux amateurs de bière? Alors je vais pas leur dire buvez de la bière, parce que du coup l'abus d'alcool dangereux pour la santé, etc. Si, là, oui, il y en a un. Il y en a un qui vient aussi du domaine du houblon,
Le domaine du houblon, il fait vraiment des bières très très bonnes. J'arrête de parler de ma brasserie, mais je vais plutôt parler de la sienne. Très houblonnée, qui correspond vraiment à toutes les modes qu'on peut avoir maintenant, c'est-à-dire des IPA, Mais en fait, comme c'est de la bière locale et vosgienne, le consommateur vosgien, lui, il veut ce qu'il y a de l'autre côté de la planète. Donc il veut l'IPA de Californie, l'IPA de Nouvelle-Zélande, l'IPA d'Australie. Et il ne se pose même pas la question de la brasserie qui est juste à côté de chez moi, peut-être qu'elle fait quelque chose de bien. Et ça, je trouve que c'est un problème. Cette mondialisation qui est très, au demeurant, c'est très très bien. On peut acheter, notamment dans Airsoft, hein, on achète des choses qui viennent des quatre coins du monde. Mais sinon, en bière, goûtez déjà ce qui se fait près de chez vous. Et ensuite, faites l'escargot. Voilà, hein, on va faire une suite de Fibonacci, on va tourner. Et bon, quand vous arriverez aux États-Unis, c'est que vous aurez déjà bu beaucoup de bières locales. Et commencez par le local. Ouais, commencez par le local parce qu'il y en a qui font de très très bonnes bières. N'allez pas chercher, même si on reste sur de la bière française, hein, n'allez pas chercher la brasserie qui est dans le sud si vous habitez dans le nord. N'allez pas chercher dans le nord si vous habitez dans le sud. Prenez ce qu'il y a déjà autour de vous. Goûtez et découvrez, visitez aussi. Parce que ce qui est top en France, c'est qu'on fait 50 bornes dans une direction, il y a un alcool différent qui apparaît, ou une recette qui apparaît, ou un nouveau fromage qui apparaît. Donc, au-delà de la bière, goûtez. Soyez gourmand, en fait. Ouais, c'est ça, soyez gourmand. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Faites de la bière, déjà. Essayez d'en faire chez vous. On a le droit de fabriquer de la bière sans déclarer aux douanes tant qu'on ne vend pas la production. Donc, il y a plein de kits qui existent sur Internet, avec plein de méthodes différentes. Et c'est toujours intéressant d'essayer de faire. Ça apprend déjà le goût, ça apprend l'humilité aussi, parce qu'on rate quand même assez souvent. Ça apprend l'acharnement quand on a raté trop souvent, justement. Oui, c'est ça, tentez. Tentez des trucs, lancez-vous, faites des choses, en fait, d'une manière générale. Faites des choses, peu importe quoi, mais faites des trucs. Ouais, lancez-vous. En fait, c'est un de mes amis qui, au départ, m'a amené à une première partie d'Airsoft. Et quand je retournais à une partie d'Airsoft, ma femme disait assez régulièrement que j'allais jouer au pampan. Voilà, en voyant vraiment le truc très très gamin. Donc, pampan. Et au fur et à mesure du temps, comme j'ai pris un petit peu de, pas dire de grade, mais des fonctions dans la précédente association, j'étais devenu le chef. Et c'est devenu chef pampan. Alors, comment est née la chaîne YouTube? Déjà un petit peu par ennui. J'avais du temps libre, et ayant du temps libre, j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait sur YouTube, et il y a certaines choses, certaines vidéos où je trouvais que ça rentrait pas assez dans les détails. Et il me manquait quelque chose, donc je devais me renseigner par divers canaux, donc soit sur d'autres chaînes YouTube, soit sur des forums, soit directement sur Wikipédia ou autre, en tout cas pas mal d'autres sources. Et je me suis dit ce serait intéressant que sur une vidéo, les gens qui veulent chercher du contenu pointu, ce serait un petit peu prétentieux de ma part, mais en tout cas, j'ai voulu apporter ce que je ne trouvais pas sur YouTube. En tout cas, dans la version francophone. Parce qu'on trouve des solutions, on trouve des réponses sur tout ce qui est anglophone, mais en francophone, c'était un petit peu limite. Donc du coup, j'ai voulu apporter ma petite pierre à l'édifice. Alors, j'ai découvert l'Airsoft parce qu'un de mes amis en faisait un peu, très peu. Et j'ai découvert ça ça devait être en 2012-2013. 2012-2013, et donc du coup, une première partie qui se déroulait dans une ancienne déchetterie, mais déchetterie des années 80, donc des tas de gravats en fait. Hein. Finalement, on s'est retrouvé à une bonne quinzaine, pas de passage chronie, pas de distance d'engagement, rien du tout. Et j'ai tout de suite apprécié parce qu'on m'a tout de suite permis d'utiliser les répliques qui fonctionnaient correctement. Moi j'étais venu avec une M4. C'est toujours dur, hein. Mais bon c'est le passé, hein, voilà. Qui fonctionnait pas du tout. J'ai découvert plus tard dans l'upgrade que c'était des engrenages en plastique. Tout était en plastique en fait dedans. Et donc on m'a passé une M14, on m'a passé une P90 et j'ai bien aimé le principe. Le principe d'essayer d'être un petit peu taquin pour éliminer un adversaire. Sans violence, évidemment, mais de se dire, bah voilà, il va falloir que je sois un peu mieux. Je me suis fait éclater la première partie.
J'ai dû toucher une personne, je crois, par erreur peut-être. Mais en partant de là, je me suis dit, ok, je suis nul, j'ai qu'un seul truc à faire, c'est progresser. Donc du coup, c'est ça qui m'a plu, le côté progression. Voilà, en partant de zéro, je me suis dit, je vais peut-être essayer d'être un peu plus. Donc c'est ça qui m'a plu. Alors tu nous berces avec l'upgrade, mais toi, comment en es-tu arrivé à ouvrir une réplique? Du coup, la M4, comme on va dire, toutes les M4 tombent en panne, et donc du coup j'ai décidé de l'ouvrir. Et quand j'ai vu qu'il y avait des engrenages, qu'il y avait des choses, qu'il y avait des bidules, que c'était impossible à réparer parce que les trucs étaient poncés complètement. Il y avait des copeaux de plastique partout, on aurait dit du parmesan, de machin. Mais au final, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire pour que ça aille mieux. Donc j'ai repris, non pas une M4, mais une première AK, en vérifiant bien que les engrenages étaient des engrenages métal. Je l'ai utilisé pendant un bon petit mois et demi avant de commencer. Elle fonctionnait très bien, avant de commencer à mettre les mains dedans et à tout casser. Voilà, j'ai tout pété dedans. Et là, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je me renseigne avant de dévisser des trucs. Pourquoi on les dévisse? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi le petit truc, il a sauté et que je n'ai jamais retrouvé? Je ne sais toujours pas qu'est-ce qui est devenu, peut-être dans l'aspirateur. Et donc, fort de ça, je me suis dit, ok, il y a déjà le jeu où tu es nul, il va falloir que tu progresses, mais en ouvrant des trucs, tu sais même pas pourquoi tu les as ouverts, donc il va falloir que tu progresses aussi là-dessus. Donc c'est ça aussi qui m'a fait découvrir l'upgrade, et toutes les petites parties qu'il y avait à l'intérieur, j'ai rapidement appris qu'on pouvait les modifier, les changer selon les besoins, selon les situations. C'est ça qui m'a plu, ouais. Tu penses qu'il t'a fallu combien de temps pour apprendre ce que tu sais sur l'upgrade, et est-ce que tu te souviens d'une de tes premières erreurs d'upgrade? Alors, j'en apprends encore. J'en apprends encore parce que la technique avance. Pas la mienne, hein, mais la technologie de manière générale avance, ne serait-ce que les joints. Les joints up-up, avant, on ne parlait pas de dureté, on ne parlait pas de tout ça. Et les appuis étaient différents, les canons étaient différents, c'était que des canons d'origine, il n'y avait pas forcément... Donc, ça avance et on apprend en continu, en fait. Et c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est de se dire, le jour où j'ai plus rien à apprendre, je sais que j'arrêterai. Parce que déjà, je serais trop imbu de ma personne en me disant que plus personne ne peut m'apprendre quelque chose. Donc là, j'avance pas à pas. Et les erreurs que j'ai faites, c'est, je pense, succomber au marketing. Succomber au marketing, quand j'ai fait du sniping, j'avais c'était un T96, c'était pas un L96, c'était un T96. Et il y avait toujours, en se renseignant, plus on se renseigne, plus on trouve des trucs. Le canon miracle, le machin, le truc, et... J'achetais, j'essayais de poser, ça fonctionnait pas et ainsi de suite. L'erreur que j'ai fait, c'est acheter beaucoup trop de choses. D'acheter, je pense que si demain on crée l'équipe de foot avec les personnages les plus chers du monde, je pense pas que ce soit une bonne équipe en fait. Et du coup, j'achetais le meilleur canon, le meilleur joint, le meilleur bloc et il n'y a rien qui tournait ensemble. Et c'était ça ma plus grosse erreur, me dire j'achète des choses sans savoir pourquoi. Je savais même pas ce que j'attendais en plus en termes de performance. Ça tournait déjà bien, mais il y avait toujours un truc qu'on aurait pu rajouter de plus et qui finalement baissait les performances et ainsi de suite. Donc c'est plus ça. Moi, ma première erreur, ça a été d'acheter des choses sans savoir pourquoi je les achetais. Et sans connaître précisément le besoin et ce que je voulais en faire. Alors est-ce qu'il t'arrive encore de te retourner le cerveau pour trouver d'où vient une panne à 2 balles? Oui. Oui. Parce que plus on modifie, plus on touche, plus on a de chance, ça c'est quoi, c'est la loi de Murphy, si quelque chose doit partir en vrille, il partira en vrille. Donc plus on ajoute de choses, plus on modifie, plus on rend les choses performantes, moins elles sont permissives. Donc une réplique d'origine Cyma classique, le joint il est ce qu'il est, les engrenages sont calés comme ils sont, la batterie c'est une NIMH, mais s'il y a une bille qui part un petit peu de travers, on arrivera à l'envoyer en face. Par contre, plus on commence à devenir précis, on est de moins en moins permissif. Et donc du coup, les pannes récurrentes, ça va être un joint qui n'est pas adapté, des lèvres un petit peu trop longues, ça arrive. Un bloc up qui est mal calé contre la gearbox, ça arrive aussi. J'avais eu ça et j'ai lâché l'affaire, c'était sur une PP19 avec un recul, un espèce de EBB avec une pièce qui était très très lourde, avec un piston qui était hyper massif, ce qui faisait qu'il se faisait systématiquement rattraper par mon sector gear et ça cassait le sector gear. Donc là j'ai abandonné, je me suis dit bon bah visiblement c'est pas mon truc. J'ai failli abandonner complètement, hein, mais je me suis dit bon c'est pas parce qu'il y en a une qui fonctionne pas. Mais il y a toujours un tout petit point et plus on avance, plus on se rend compte de l'ignorance
qu'on a sur les phénomènes. Et moins on en parle, jusqu'à un moment où on commence à se dire, tiens, je crois avoir compris telle et telle chose, et on recommence à prendre un petit peu la confiance. Et voilà, il y a toujours une gifle qui arrive. Des billes trop lourdes avec un chargeur qui ne fit pas. C'est pas pareil de jouer en 0.32 à la 0.20. À 0.20, le ressort qu'on a dans notre chargeur pour les faire sortir correctement. À la 0.32, il y a plus de masse. Donc s'il y a du misfeed en 0.32, bah, un conseil, mettez de la 0.20 et vous allez voir que tout va sortir. Donc le misfeed vient du chargeur et pas du reste. Et ouais, si c'était un conseil, démontez pas tout de suite. Voilà, essayez de vérifier tout ce qui se passe à l'extérieur avant de sortir un tournevis. Alors on parle d'upgrade. Justement, peux-tu nous donner ta définition de l'upgrade? Ce serait mettre le moins de pièces possible pour obtenir le meilleur résultat. Pour moi, l'upgrade, c'est vraiment un rapport qualité-prix. Ce rapport qualité-prix, il va permettre en fait de donner un peu plus de confort à l'utilisateur. Donc une CIMA classique, on a juste à changer le nozzle pour le rendre étanche, on a juste à changer le joint de la tête de piston, et c'est tout. À la limite, on n'a que ça à faire. Si on veut mettre une lipo, il faut mieux préférer une 7.4. Toujours soulager la mécanique. Parce que du coup, il y a des engrenages, il y a des pièces qui sont en mouvement, et plus on va les contraindre, plus on va casser les choses. Pour moi, une bonne upgrade, c'est quand ça se joue correctement en lipo 7.4. Voilà. Pourquoi lipo? Parce que c'est une mode, mais même en NIMH, quand je prête des répliques à l'association, je mets de la NIMH dedans. Parce que je sais que j'aurai pas de panne. L'upgrade pour moi, c'est fiabiliser, augmenter un peu les performances, mais surtout avoir quelque chose qui soit fiable et que de partie en partie, on n'ait plus grand chose à faire. On branche une batterie, on met un chargeur et puis on joue. Alors, au-delà de la performance, c'est le plaisir qu'on y prend. Voilà, c'est le plaisir qu'on y prend. Je prends autant de plaisir à caler une gearbox qu'à faire une partie, au final. Alors, ce sera peut-être pas super sympa pour les gens qui organisent des parties, mais quand je suis dans mon salon et que je fais tourner mes engrenages, que ce soit sur un bushing ou sur un bearing, d'entendre que ça va tourner rond et que je vais pouvoir augmenter les performances, augmenter le confort, réduire la consommation de la batterie. J'adore paramétrer un MOSFET. Donc pour moi, une upgrade réussie, c'est une upgrade pour laquelle on a pris du plaisir. La performance arrive parce que si on a fait les choses correctement, elle arrivera, ce sera une conséquence finalement. Mais si on a pris du plaisir à faire cette chose-là, et que ça n'a pas été un sacerdoce à se dire putain, il va falloir encore que j'ouvre un truc, c'est pour ça que je préfère les AK au M4, mais une gearbox qui serait nue, ouais, si on prend du plaisir à la modifier, à moindre coût, surtout à moindre coût, et à se poser les questions en amont, c'est ça que j'aime bien. Et c'est ça qui me donne du plaisir. Ouais. C'est quoi que tu trouves le plus fabuleux dans l'upgrade? Alors ce que je trouve de fabuleux, c'est la capacité qu'ont certains constructeurs à rater quelque chose qui est tout fin. Le jour où CIMA met des nozzles étanches, tu deviens le roi du monde. Voilà. Tu auras une réplique étanche, on aura pu à mettre les mains dedans, on aura une régularité de tir. Il y a juste de construire, d'assembler toute une gearbox, que ça rentre dans une réplique, de mettre un moteur, de machin. Tout a été fait, mais il n'y a que certains tout petits points de détail et qui ne fonctionnent pas. Et c'est les points de détail, alors je ne dis pas un bon calage. Je pense que quand c'est fait en usine à la chaîne, on n'a peut-être pas forcément le temps et l'argent de faire une formation poussée pour que l'opérateur qui monte nos fameux engrenages puisse faire un calage parfait. Des fois, ça prend 15 minutes, une demi-heure pour essayer de régler les trucs. Non, un nozzle, on va être obligé de le mettre. Donc prenez-en un bon. Alors peut-être que vous les avez achetés à la tonne au départ, peut-être, mais quand vous aurez plus votre stock, vous me mettez un bon nozzle. Juste ça. Et une tête de cylindre étanche. C'est tout ce qu'on... Nous, en tant que joueurs, c'est tout ce qu'on demande. C'est vraiment tout ce qu'on demande. Donc c'est ça que je trouve beau dans l'upgrade, c'est la capacité que des gens beaucoup plus intelligents que moi ont de créer un système de fou, mais à certains petits points de détail, bah de pas faire. Et ça, c'est un peu dommage. Est-ce que pour toi, l'upgrade rajoute quelque chose à ta vie d'airsofter? Ouais. Oui, parce que quand il fait moche, on peut bricoler un petit peu comme la pêche. J'ai pratiqué longtemps la pêche, j'ai été passionné de pêche et c'est un petit peu diminué comme toutes les passions. Hein. On s'embrasse et puis au bout d'un moment, ça se délite pour peu importe les raisons. Faute de temps, de lieu, de choses comme ça. Mais c'est vrai que quand il fait moche et
et qu'on a envie de bricoler un petit peu. J'ai de la chance d'avoir un petit peu de terrain, pas de terrain d'airsoft, mais de terrain chez moi, pour pouvoir essayer un petit peu les modifications que j'ai. Ça apporte quelque chose parce que ça me laisse un pied en fait dans cette passion, comme quand j'étais à la pêche, ce que je disais précédemment, préparer mon montage pour la saison prochaine et compter un petit peu les jours avant l'ouverture de la truite ou, ou du brochet, et de pouvoir voilà, regarder des vidéos, tester d'autres montages, je ne vais pas pouvoir les tester, mais d'imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler. Et c'est vrai que c'est toujours plaisant d'avoir fait une belle upgrade sur une réplique et de se dire, en tirant dans son jardin, ok, dans 3 mois je reviens et je suis pas content. Donc ça, c'est vrai que ça apporte un truc. Ça fait vivre la passion à des moments où c'est un petit peu creux. Cette semaine, on va parler de quelque chose que vous avez forcément vu passer sur les terrains. Généralement, c'est pour des répliques HPA. Mais je me souviens, moi, c'était un lundi. Ouais. Je bossais pas encore à l'époque, j'étais pas à mon compte. Je traînais sur Airsoft Entrepôt, et là, j'ai vu passer un canon large. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça fait si on met un canon large sur une réplique AEG ? Avant de te lancer sur YouTube, est-ce que tu imaginais que la chaîne Chef Pampan arriverait là où elle est aujourd'hui ? Alors, c'est compliqué, parce que j'en attendais rien. En fait, un petit peu comme Douy, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Mais moi, je m'attendais à rien, donc je suis très content. Voilà, je suis l'inverse de Douy. Je m'attendais à rien, je suis très content. Je sais que c'est un contenu de niche, ne serait-ce que l'airsoft. Ça n'intéresse finalement pas grand monde si on prend la population française, en tout cas francophone globale. L'upgrade d'Airsoft, c'est encore plus de niche. Et utiliser un tableau noir pour montrer à quoi ressemble la side spin, ça intéresse des gens et c'est très bien, mais je pensais pas qu'on serait 6000. Voilà, je pensais pas du tout qu'on serait 6000. Je sais très bien qu'on sera pas du Neuvridge, qu'on sera pas du clean shot, déjà obstacle de la langue. Je regarde du Neuvridge et du clean shot, mais ça a été très très rare. Mais du coup, voilà, j'ai regardé des anglophones. Je sais qu'en francophone, les Anglais regardent très peu le contenu français. C'est comme ça. Je pensais pas que ça arriverait là. Je pensais pas qu'il y aurait une communauté aussi bienveillante, à 2 petites exceptions. Il n'y en a vraiment que 2. Je vais en parler dans la FAQ, mais je vais en parler là. Donc il y en a un qui m'a proposé un 1 contre 1 en sniper. Voilà, dire il paraît que tu shootes à 80 mètres, chose que j'ai jamais dit, et que t'es le meilleur sniper, chose que j'ai jamais dit, et donc 1 contre 1 où tu veux quand tu veux. Je lui dis non, déjà parce que je me déplace très peu, j'ai très peu de temps, donc ça va être un petit peu compliqué. Finalement, je pense qu'il a réussi à comprendre, pardon, mais je l'ai mute, c'était sur Messenger. Et le deuxième, c'était quelqu'un qui remettait en cause le protocole. Et il me demandait de filmer une vidéo où je déroule le mètre de 50 mètres sans aucune coupure, de prendre ma réplique et de tirer sur Tyrion. Donc je lui ai dit non. Oui, t'as peur que je me rende compte que ça fait pas 50 mètres. J'ai dit bah, simplement on n'est pas sur OnlyFans, donc des vidéos perso, c'est pas mon truc. D'autant plus que j'ai déjà pas assez de temps pour faire toutes les vidéos que j'aimerais faire. C'est pas pour en faire pour te montrer que ce que je dis est vrai. Et quand bien même tu le croirais pas, finalement je m'en fous. Le but c'est pas de croire ce que je dis, c'est de comprendre ce que je dis. Et je dis la prochaine étape ce sera, il faudra que je verse 10 billes d'un paquet que j'aurais ouvert comme ça pour qu'on entende bien le son. Je dis non, ça n'a pas de sens. Donc non, pareil, mute. Mais j'en ai eu 2. J'en ai eu 2 sur 6000, donc je pensais pas que ça irait jusque là. Je pensais que je me prendrais des petits trucs avant, mais finalement la communauté est cool, merci. Merci bien. Alors tu as un contenu explicatif parfois assez poussé, et tu y mêles beaucoup de philosophie et de culture également. On imagine que c'est quelque chose d'important pour toi. Est-ce le cas? Pourquoi? Ou est-ce que c'est tout simplement naturel? Alors, c'est super important pour moi. La culture, c'est déjà la marque de l'appartenance à un groupe, en fait. Et la culture dans toutes ses formes, hein. Il n'y a pas de sous-culture et puis de culture élitiste, hein. On peut apprécier Cyrano de Bergerac et regarder des épisodes de One Piece sur Netflix, hein. Pour moi, les deux appartiennent à de la culture qui se rencontrera peut-être jamais. Pourtant, j'arrive à aimer Cyrano et j'arrive à aimer One Piece, même si j'ai pas lu les mangas et je commence seulement la série. C'est super important pour moi parce que ça permet aussi d'étayer un propos.
Il y a des gens qui ont fait des livres, qui ont fait des œuvres, qui ont apporté un regard sur le monde. Et c'est ce regard-là, en fait. C'est à travers... Alors, j'ai mes yeux, mais c'est à travers leurs yeux aussi que je peux aborder certains types de sujets, certaines choses comme ça. Et c'est ça qui est important. Apporter de la culture dans ce qu'on fait, des petites références, ça peut permettre à des gens qui n'ont pas saisi la référence, comme moi, ça m'arrive énormément dans plein de vidéos que je regarde. Je me dis, tiens, il m'a dit un truc, c'est bizarre quand même. Puis de sortir le téléphone, je fais, ah d'accord, ok, c'était ça. Et voilà, ça permet aussi de construire et de se dire, tiens, finalement, le bouquin là serait peut-être intéressant. Et au hasard d'une conversation, au hasard d'une petite vidéo, apprendre quelque chose sur la culture. Et cette culture nous appartient en fait. Et se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait de cette culture? Il y a un bagage culturel, il y a des gens qui ont écrit des choses, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, ça je trouve que c'est important. Alors la question fatidique, c'est quoi tes 5 films incontournables? Alors les 5 films incontournables, c'est vraiment une question, c'est très compliqué. C'est très très compliqué, parce que je regarde peu de films. Donc j'ai vraiment potassé sur cette question. Alors, celui où la narration m'a le plus plu, ça reste Memento. Je peux pas en dire plus parce que c'est un film qui est, si on en parle, on déflore un petit peu tout le truc. Memento, c'est vraiment quelque chose. J'aimerais faire une vidéo Chef Pampan avec la narration de Memento. J'ai pas le talent, ça c'est une certitude, mais ça a vraiment été un truc hyper construit. Et surtout sur la narration, j'aime beaucoup le côté Columbo. Dans les vidéos SOS ma réplique a besoin d'aide, là du coup Columbo c'est pas un film mais c'est une série, de montrer quel est le problème au départ et de voir comment on découvre ce problème. Et dans Columbo, on sait qui a tué et pourquoi, et là on est déchargé complètement en tant que spectateur de se creuser la tête. Est-ce qu'il n'y aura pas un petit truc écrit sur un miroir, un petit message, un petit truc? Non. Là, on sait qui a fait quoi et on suit juste le cheminement logique de ce fameux Columbo avec son chien qui s'appelle le chien, qui va résoudre cette affaire. Donc ça, vraiment, vraiment, j'adore. En fantastique, parce que j'aime pas les films d'horreur. Je dirais que L'Exorciste, voilà, c'est mon meilleur film d'horreur parce qu'il a mal vieilli, donc c'est tout, et qu'il fallait le voir au moins une fois. Mais en fantastique, parce que pour moi, c'est pas de l'horreur, c'est Les Autres. Les Autres, Huis clos, Nicole Kidman, un manoir, beaucoup de brouillard. Tu sors dans la forêt, tu cours un petit peu, tu reviens à l'entrée, donc tu sens bien qu'il se passe un truc. Les Autres, c'est juste... j'ai vraiment adoré. Ça fait même pas peur, mais ça met une ambiance que j'aime beaucoup avec du fantastique. L'horreur, tout ce qui est saut, hostel, machin, c'est vraiment pas mon truc, mais ça, franchement, ça j'avais adoré. Donc il y a Memento, Columbo, j'en ferai plus que 5, je pense. Les Autres. En film français, j'aime beaucoup les films de Pagnol. Château de ma mère, Gloire de mon père, Manon des Sources, Jean de Florette. Jean de Florette, un ingénieur qui, comme beaucoup d'ingénieurs, veut élever des chèvres dans le Cantal, mais qui ne se rend pas compte que l'eau est importante. Donc il sait qu'en plantant 2 grains de maïs, il va en récolter 550 et avoir 6 tonnes de maïs à la fin, mais il n'a même pas pensé à nourrir en flotte son maïs. Donc il va mourir à cause de ça. Et ça, moi, à chaque fois que je le vois, ça me chagrine. Bon, ok, les autres, ils ont fermé la source et tout, voilà. Ok, c'est les méchants, d'accord. Par contre, lui, il est responsable aussi de sa perte. Voilà, pour moi. Donc, voilà, ça, j'ai bien aimé. Il y aurait quoi d'autre? Alors, en film de guerre. En film de guerre, ce serait donc Soldat Ryan, forcément, une base. La base des films Soldat Ryan en termes de tout, en termes d'histoire, en termes de scénario bien ficelé, en termes de casting. On s'attache aux personnages, on a peur. Il y en a certains qui tombent au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure. Et en parlant d'aventure, avant de terminer sur les films de guerre, en parlant d'aventure, je suis du coq à l'âne, il y a quand même les films d'aventure. Les films d'aventure, les Goonies, essentiel, efficace, les Goonies, comment on fonde une équipe, il y a le petit côté fantastique avec Willy le Borgne, etc. Enfin, c'est juste, il y a des méchants charismatiques, il y a les Goonies, et La Dernière Croisade, Indiana Jones, parce qu'il n'y en a que 3. Je sais pas ce qu'ils ont fait après, mais il y en a 3. Non, il y en a 3. Tu me fais 5 avec la main, il y en a 3. Le 4, je sais pas, le 5, j'en ai aucune idée.
Mais La Dernière Croisade, point. Il y a tout, des punchlines, des matchs. Enfin, c'est vraiment génial. Les films d'aventure, ce seraient les deux là. S'il devait en rester que deux, ce serait donc Les Goonies et La Dernière Croisade. Et pour revenir sur les films de guerre, il y a un film de guerre que j'aime pas. Et on en a parlé, ce film de guerre que j'aime pas, moi, c'est American Sniper. Parce que, pour moi, il y a deux types de films de guerre. Il y a côté soldat, donc American Sniper, et je vais faire le miroir avec Stalingrad. Et il y a le côté civil. Et là, je vais parler d'Effroyable Jardin. Dans le côté American Sniper, ce que j'aime bien dans un film de guerre, c'est avoir peur un petit peu avec le héros. Et je ne vais pas dire m'identifier, mais avoir de l'empathie pour le héros. Et je ne peux pas avoir d'empathie avec American Sniper, où il va au-devant du danger, il a choisi, il va vers la guerre, et une fois qu'il y est, il se pose des questions existentielles. Est-ce que je vais tirer sur un gamin? Est-ce que je vais faire ci, faire ça Je peux pas. Même l'antagoniste, je l'aime pas plus que ça. Enfin, pour moi, American Sniper, c'est pas du tout un bon film de guerre. Du sang et des larmes, pareil, c'est pour les mêmes raisons. Voilà, on est des troupes d'élite, on fait des trucs, on fait des machins, mais au final, quand ça commence à cogner, bah, on se dit, ah tiens, on aurait dû peut-être... voilà. Donc ça, j'ai un peu de mal. Et par contre, Stalingrad, alors c'est pas le côté américain d'un côté que j'aime pas et le côté russe que je préférerais, mais c'est dans Stalingrad, on a donc deux personnages, plusieurs, hein, mais on a quand même que deux qui reviennent, donc Vassili Zaitsev et, comment il s'appelle, Danilov, commissaire politique. Et ces deux personnages qui sont poussés, mais on sent vraiment, alors peut-être que c'est moi avec cette sensibilité-là, mais dans l'image qui est mise, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui pousse en permanence le personnage vers l'avant. Et ce qu'on voit devant, la première image, c'est un train qui s'ouvre, des bombes qui tombent et puis un bateau. Donc on monte dans le bateau, on traverse, il y a quelqu'un qui gueule de la propagande, qui lit la lettre justement d'un soldat qui est mort pour la patrie. Il y en a un qui saute à la flotte, on lui tire dessus, je ne vais pas vous faire tout le film. Hein. Mais donc on avance, on pousse, il n'y a qu'un fusil, toi t'as que des balles, et t'as pas envie d'être là. Clairement, t'as pas envie d'être là. Prochaine scène, tu fais un assaut, tu sais très bien que si tu recules, on te tire dessus, donc ça va être compliqué. Et tu te retrouves dans une... D'ailleurs, ils l'ont fait dans le Call of World at War, je crois. Ils ont repris cette scène-là. Et tu te retrouves couché sur le côté. Il y a l'équipe adverse, quand je dis l'équipe, l'ennemi, qui tire sur tout ce qui bouge, et surtout sur ce qui ne bouge pas. Et là, tu te rends compte qu'il y a un commissaire politique avec toi. Et ce commissaire politique, qui à 5 secondes sifflait pour pas que tu recules, il est dans un moment de lâcheté. Il est dans un moment de lâcheté. Quand je dis lâcheté, j'aurais fait pareil. J'aurais donné tout ce que j'ai au monde pour pas être dans cette fontaine. Pourtant, ils sont là tous les deux. Et là, la première chose que le commissaire politique va faire, parce que sinon, il va faillir à son devoir, c'est essayer de tirer, mais il est très content qu'il n'y ait pas de balles. Et là, il passe le fusil à l'autre qui, malheureusement, a des balles. L'autre charge et le rend au commissaire. Et le commissaire, avant de tirer, en disant « Attends, moi j'ai donné une preuve que j'allais le faire. Toi, t'es un lâche comme moi, donne une preuve que toi aussi tu vas le faire. » Et c'est Vassili. Don't shoot, he's looking at us. Et du coup, ces deux personnages vont se lier d'amitié, parce que forcément, bon, quand tu dors dans une fontaine avec des cadavres partout, ça crée des liens quand même. Et Vassili va éliminer tout le monde. Et du coup, ces deux personnages-là vont essayer de sortir de leurs conditions, c'est-à-dire ne plus être sur la ligne de front. Un va partir en tant que sniper, il se rend bien compte qu'en étant que deux, tu as plus de chances de survie que d'être en ligne pour foncer sur un adversaire. Et l'autre comprend que faire de la propagande pour le sniper, ça te permet de rester en vie plus longtemps. Et ce que j'aime moins dans ce film, c'est le côté duel avec l'autre sniper. J'aime beaucoup cet acteur, je ne sais même plus comment il s'appelle. Comment ? Red Harris. Red Harris. Mais du coup, voilà, lui c'est quelqu'un qui vient à la guerre. Il a une idéologie et il vient, et c'est pour ça que je peux pas avoir d'empathie pour lui. Tania, l'histoire d'amour avec Tania,
voilà, c'est pas mal pour, voilà, pour débloquer le truc. Le gars, il se dit, oui, le communisme, l'homme nouveau n'existe pas, il y aura toujours des riches en amour, des pauvres en amour, des riches, voilà. Ok, mais sinon, ce côté un petit peu tangent et ce côté, les gens veulent fuir la guerre même s'ils sont soldats, c'est ça que j'aime bien. Ouais, ça a été un peu long, mais c'est ça que j'aime bien. Et un dernier, Jared, sur l'ennui. Voilà, on crée des personnages d'élite, pour le coup, qui vont au devant de la guerre, mais une fois arrivés sur le théâtre d'opération, n'ont pas de mission. Et tout ce qui est fait sur l'ennui, j'aime beaucoup. Ouais. Comment les gens s'ennuient, comment les gens s'occupent, généralement ils font des conneries. Donc ça, ouais, ça j'ai bien aimé. Tu t'organises comment pour réaliser tes vidéos de A à Z? Alors, le début, le tout début, c'est une petite idée qui germe. Voilà, et je me dis, oh, ça intéressera personne. Et au final, bah, j'enterre cette idée, puis voilà, elle commence à pousser. Et au bout d'un moment, je me dis, ce serait peut-être intéressant parce que ça peut peut-être intéresser du monde, parce que je me renseigne déjà sur ce qui existe, parce que refaire ce qui a déjà été fait sans rien y apporter, c'est un peu un remake de film. Il y en a eu beaucoup, et bon, voilà, ça n'a pas toujours été glorieux. Mais du coup, je me renseigne déjà, est-ce que ça intéresse des gens? Est-ce que ça n'a pas déjà été fait? Et si ça a déjà été fait, est-ce que je peux y apporter quelque chose? Si c'est le cas, je le fais. Si c'est pas le cas, je le mettrai en source quand je parlerai d'un autre sujet qui devra rebondir dessus et tout. Mais au départ, c'est une idée et se poser la question, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pertinent? Ensuite, c'est de créer les grandes lignes. Donc moi, je travaille surtout en plan avec très peu de mots. À l'IUT, j'avais des profs qui se pointaient devant un amphi de 300 personnes avec un Velleda et pas de feuilles. Et en fait, on partait de la salle, il y avait 4 mots écrits sur le tableau. Pourtant, on était resté pendant 3 heures avec lui et nous, on avait gratté. Donc, il y a ce côté-là que j'aimais bien chez eux, c'est que tout était clair parce que c'était clair dans leur tête. Et du coup, je me fais mon plan, j'écris les grandes lignes, j'écris surtout ce que je dois pas oublier, parce qu'il y a des choses qui sont évidentes que je dois dire, et il y a des choses qui sont un petit peu plus légères, mais qui doivent être quand même dites pour la compréhension, peut-être d'autres vidéos plus tard. Donc, une idée au départ, un plan, et ensuite un petit peu de ménage. Parce que voilà, je suis dans mon lieu de travail, j'ai quand même l'habitude de mettre énormément de bazar. Ça s'est vu sur 2-3 petites photos, notamment quand je charge la voiture pour les OP. Donc du coup, voilà, un petit peu de ménage, et après je lance. Ça a été quoi le truc le plus compliqué pour toi quand tu as créé la chaîne YouTube? Le truc le plus compliqué... Alors c'est pas dans le fait de trouver le nom, parce que c'est très accessoire hein, de trouver un nom. D'ailleurs, on peut le changer. J'ai remarqué ça. On peut remodeler Chef Pampan en Chris Kyle. Voilà, pour ça, n'arrivera jamais, mais imaginons. Donc du coup, on peut modifier énormément de choses. Le truc le plus compliqué, c'est, comme d'habitude, c'est le premier pas. Le truc le plus compliqué quand on se met à fumer, c'est la première cigarette, en fait. Donc voilà, c'est le premier pas qui coûte. Et c'est de se dire, je vais produire quelque chose, ça me plaira pas, forcément. Parce que j'ai pas le matos, j'ai pas le son, j'ai mal révisé, mais il faut que j'en fasse une. La lancer et attendre ce que le public d'internet va pouvoir en penser. La chance qu'on a, en tout cas dans ce milieu de l'airsoft, c'est que c'est une niche. Et comme c'est une niche, je pense qu'il y a une bienveillance. On va pouvoir se prendre des trucs, de la méchanceté, ou des commentaires qui vont dire « Ah tiens, le son était pas génial ». Mais si on commence à s'offusquer parce que le son était pas génial, bon bah, on se lance jamais dans rien. On va devoir attendre d'avoir un matériel de fou, et finalement, on le fera jamais. Donc le truc qui a été le plus compliqué, c'est de faire la première. Et de lancer la première en ligne, et de voir le premier commentaire. Voilà. Si le premier commentair avait été négatif, j'aurais quand même continué. Voilà, après, c'est les traits de caractère. Et quel a été le plus beau, selon toi? Alors, si, le plus beau, je crois que ça a été sur... je crois que c'est la vidéo le choix de la bille. Parce que pour moi, ça me paraissait évident que le choix de la bille, c'était quelque chose qui était entendu. Et que bah, les gens choisissaient leur bille. En fait, non. Et quand j'ai lancé cette vidéo, je me suis dit, là, je pars peut-être dans quelque chose qui est tellement bateau que ça marchera pas. Aujourd'hui, c'est la vidéo qui fait le plus de vues, en fait. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Donc j'ai quand même des gens qui veulent un format, qui veulent pas des vidéos de 5 minutes, qui veulent pas des vidéos de 6 heures, parce que j'en ai jamais fait. De toute façon, moi, même 6 heures, faire le montage et tout, franchement, c'est pénible. Donc du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est le sujet qui m'intéresse. Et les sujets qui m'intéressent moi, parce que je me suis longtemps posé la question de quelle était la meilleure bille pour mon usage, m'intéressaient.
Et c'est là que je me suis dit, ok, les questions que je me pose seul dans mon coin, ben on est beaucoup à se la poser seul dans son coin. Et c'est vraiment cette rencontre entre le succès de cette vidéo et le potentiel que je lui donnais à la base. Franchement, si on jouait au poker, elle avait 3 et 2. Hein. Voilà, elle a quand même réussi à récupérer un petit peu le tapis. Donc voilà, c'est vraiment ça où j'ai été vraiment en me disant, tiens, ouais, là-dessus, je suis content. Tu nous as parlé quelques fois de l'association dans laquelle tu joues. Quel est ton rôle en son sein? Et d'ailleurs, c'est quoi l'importance d'avoir une association qui organise une partie? Alors, en 2 parties, l'association dans laquelle je joue, c'est la TAV, Tactical Airsoft Vosges, vu qu'on est passé dans les Vosges du Sud. Mon rôle au sein de l'association, c'est responsable technique, je crois, donc on me donne des répliques généralement le jour de la partie pour changer des trucs. Donc voilà, il faut essayer de répondre un petit peu, ou changer des ressorts. Ça nous arrive quand on organise des journées un petit peu à droite à gauche, ou nous-mêmes, dans notre cahier des charges, dans notre règlement, il y a des distances à respecter, les gens veulent jouer en bâtiment, donc changer un ressort. Voilà, c'est un petit peu mon rôle. C'est intéressant d'avoir de l'associatif parce que ça permet aux gens de bonne volonté de faire des choses. Voilà, et si on laisse le privé s'en mêler, et qu'on n'a que du privé, les prix vont augmenter, parce que ça c'est indéniable, mais surtout l'ambiance va changer, il y a plein de choses, il y a énormément de choses qui vont changer. Quand on n'a pas d'associatif, où là les gens sont désintéressés et bénévoles, alors ils sont intéressés à ce qu'ils font, évidemment, mais ils sont désintéressés en point de vue pécunier, ils veulent un résultat, mais un résultat qui soit gratifiant, juste gratifiant. Finir une organisation d'une partie, ne serait-ce une après-midi, hein, un dimanche après-midi, c'est quand même gratifiant quand les gens nous remercient et disent bon bah ok, on a bien joué, on s'est bien amusé. Ça permet pour certains et beaucoup de modifier un petit peu leur quotidien. Le boulot c'est pas top, c'est compliqué à la maison, mais là voilà, j'ai une bouffée d'oxygène de 4 heures, alors pas pour moi, hein, mais pour plein de gens qui viennent jouer, pendant 4 heures, je suis tranquille, j'oublie un petit peu tout, et après je reviens à ma vie réelle, mais au moins, vous m'avez apporté une petite bouffée d'oxygène, quoi. Donc ça, ouais, je trouve que c'est intéressant. Cet engagement, je trouve ça intéressant. Alors, c'est quoi la motivation ou objectif que vous avez, donc la TAV, quand vous organisez un événement comme il y a eu à PSV? Alors, je pense que Quentin a dû largement en parler. J'espère que je vais être dans sa même ligne. Moi, en fait, déjà, c'est très personnel. Moi, j'ai découvert que j'aimais organiser des choses, j'aimais faire des scénarios, certains types de scénarios, même si à PSV c'était vraiment un scénario très très light, c'était pour tester autre chose. Quand on fera d'autres OP, on va essayer d'harmoniser un petit peu tout. Je pense que c'est intéressant que des personnes se mettent à organiser des choses et mettent en place des règles qu'on ne voit pas partout. Voilà, pour que des gens puissent acheter une réplique et se tromper en se disant ah, en fait ma réplique elle est 1 joule 8, et pas être obligé de repasser par la case upgrade, downgrade pour changer de ressort. Vous pouvez venir chez nous, vous aurez des distances d'engagement, vous aurez 2-3 petites contraintes, mais votre réplique sera quand même acceptée. Donc c'est ça aussi qu'on a voulu mettre en place, parce que des gens achètent des répliques, ils sont refusés partout, et donc ils se mettent à jouer partout, en forêt, non déclarée, en bâtiment désaffecté, dans aucune règle de sécurité, il n'y a aucun contexte, aucun protocole, et donc c'est ça qu'on voulait éviter. Donc nous, on a fait des règles et on crée des parties pour que tout le monde puisse y jouer. Comment vous mettez en place les règles et le scénario? Alors, ça va dépendre du nombre de joueurs, ça va dépendre de l'équipe et de la section, enfin bref, il y a tout un petit découpage interne pour faire descendre un petit peu de la formation. C'est peut-être ce qui a pêché un tout petit peu à PSV. Il faut quand même voir quand les choses ne vont pas, essayer justement de prendre note et de changer pour la prochaine. Nous, nos règles, c'est assez simple. En bâtiment, on n'a pas le droit aux répliques qui sont supérieures à 1 joule. Et ça, c'est vrai que ça a posé problème pour des gens qui aiment, pour plein de raisons, avoir une supériorité en bâtiment. C'est-à-dire un sniper qui se met en haut d'une tour, comme dans le soldat Ryan. Voilà, il aime avoir cette supériorité, et même un sniper très moyen au-dessus de la tour pourra bloquer la totalité du jeu. Et nous, on veut créer quelque chose pour que ça circule. Donc du coup, pas de sniper, pas de réplique au-dessus de 1 joule en bâtiment. En bâtiment, c'est du semi. Mais en extérieur, open bar.
sauf des distances d'engagement. 1 joule, 1 joule 5, 10 mètres d'engagement, 1 joule 5, 2 joules, 20 mètres, full autorisé, mais en port de billes limité. Pour justement qu'il y ait, je vais dire une bonne intelligence, mais cette fois-ci qui est contraint par l'emport qui est limité. On autorise le full, ok, c'est discutable, et c'est pas le débat, c'est une très bonne question, mais c'est pas celle-ci. Mais du coup, on a peu de billes. Donc oui, effectivement, je peux faire du full, mais au bout de 300 billes, je vais devoir partir à mon point de réapparition, donc je ne vais pas bloquer le jeu. On a essayé de faire des règles pour fluidifier un petit peu, que chacun puisse visiter, parce que finalement, quand on loue un terrain, généralement ce sont des terrains qui sont assez intéressants. Rester cantonné sur une toute petite partie, c'est un petit peu dommage. Et que les gens puissent visiter quand même le lieu, quoi. Que ce soit un ancien fort militaire ou le terrain commando de PSV. Alors le fort militaire c'était la tête de l'ours, PSV c'était le terrain commando, et même notre terrain qui est là-bas. Voilà, que les gens puissent bouger un petit peu et essayer de visiter s'ils sont curieux. Les gens qui ne sont pas du tout curieux, qui aiment rester dans le seul et même bâtiment, ça arrive. En tant qu'orga, des difficultés, alors pour moi, c'est l'usage du talkie-walkie, j'ai pas l'habitude. J'ai du mal avec ça, j'ai jamais utilisé, donc il faudra que je prenne des cours, ne serait-ce que pour ne pas changer de canal pendant que je suis en train de courir, voilà, tout simplement. En termes de difficultés, la logistique, ça se passe bien. Vu que en fait, quand on crée une OP comme ça, on est quand même à un peu plus d'1 heure de route, on n'a pas tous des berlingots comme je peux avoir, donc on peut pas amener tout le matos qu'on veut. Limiter un petit peu le matos pour limiter les items. Qu'est-ce qu'on aurait comme souci? Même là, on n'a pas eu trop le problème, mais des joueurs qui seraient pas trop impliqués, des notions de fair play qui iraient pas. En tant qu'organisateur, il faut être capable aussi de choisir pour les autres. Et je pense que c'est ça, en fait, la véritable réponse à la question. La difficulté qu'on a en tant qu'organisateur, c'est d'être capable de décider pour la sécurité du groupe. Et être utilitariste au détriment, finalement, de l'amusement personnel de chacun. Et de se dire, là, par exemple, sur PSV, il faisait très très chaud. Au lieu de faire la pause à 13h, alors qu'on avait commencé à 10h, c'est d'être capable de se dire, bon, bah, on arrête à midi, parce que là, vu qu'on gère un petit peu et qu'on est, nous, organisateurs dans le jeu, et on est joueurs, parce qu'on paye notre place, de se dire, là, c'est bon. Les gens sont rincés, parce qu'ils n'ont pas prévu. On arrête, on fait une pause, 30 minutes plus longue que ce qu'on devait faire. On reprend, d'être à l'écoute des gens, de ce qu'ils veulent, même si on a créé un scénario et qu'on se dit finalement ils sont pas plus fans que ça, d'être capable de changer de fusil d'épaule, de pas être borné, parce que finalement c'est quand même les utilisateurs qui sont là, qui reviendront ou pas, et de les protéger. Les protéger, ça va être très, très paternaliste ce que je suis en train de dire, on a dû répéter à des gens de boire de l'eau. Des gens sont venus avec 1 litre d'eau pour la journée. Bon, après, voilà, dans un bureau, c'est peut-être faisable, mais normalement, 1 litre d'eau, c'est quand il fait 18 degrés, quoi. Là, il faisait très très chaud, donc il faut les protéger pour éviter que les esprits s'échauffent par la température, par des manques de fair play, par des choses comme ça. Donc, l'organisation, on est joueur, ok, mais il faut rester attentif à soi et aux autres. Et ce serait ça, peut-être la petite difficulté, parce qu'on va nous reprocher d'avoir tranché. Voilà. Certaines personnes ont pensé que finir la partie à 16h et faire un petit match à mort par équipe, ils restaient sur leur faim. Oui, mais pour le bien-être de tous, il a fallu arrêter à ce moment-là. Ça, c'est compliqué. De prendre des décisions, c'est compliqué. Qu'aimerais-tu voir dans le futur pour l'Airsoft et la communauté francophone? Airsoft, communauté francophone, plus de diversité. Alors, diversité, pas de couleur. Ne réglez pas votre téléviseur, je suis métisse. Hein, d'accord. C'est pas du tout là-dessus. Plus de diversité au niveau des règles. Voilà. Quand on est reparti de PSV, j'ai discuté avec la personne que j'avais amenée, qui était l'ancien président de l'association, qui lui faisait du basket, je crois. C'est pas, je suis sûr d'ailleurs, il faisait du basket. Et toutes les règles de basket sont les mêmes, partout. Donc, si c'est pas ces règles-là, c'est pas du basket. On est d'accord. Ce qui permet à chaque personne de changer de club et d'avoir les mêmes règles. En Airsoft, moi j'aimerais beaucoup plus de diversité. Que des grenades soient interdites, des grenades soient autorisées, que la grenade qui pète dans une pièce, selon la taille, les gens sortent ou pas. Que les fumigènes soient des cocktails Molotov ou pas. Pour qu'on puisse avoir une diversité de jeux, parce qu'au bout d'un moment, si ça continue et s'il y a de moins en moins d'engagement associatif,
on va arriver sur une standardisation, où moi qui suis du côté upgrade, moi ça m'embête de faire des upgrades à 1 joule. On peut faire mieux, on peut faire plus. Si on joue en bonne intelligence, on peut quand même jouer sur un terrain avec une réplique AEG à 2 joules, sans blesser personne. C'est possible d'être fait avec une M14, avec un SVD, avec une M4, avec une ARP9. Bon, j'aime pas ARP9, mais on peut le faire. Et si on commence à harmoniser tout, ben on va perdre de la créativité. Et donc du coup, ben on n'aura que des répliques en semi, SHS High Torque 13.1, un ressort tout faible, un titan parce qu'il va falloir caresser la queue de détente pour essayer de contrebalancer le semi qui est imposé contre du full et ainsi de suite. Donc ouais, plus de diversité d'une part dans les règles. C'est votre terrain, c'est vos règles. Si je lis le règlement, j'adhère ou pas. Si j'adhère pas, j'y vais pas. Juste après notre journée à PSV, il y avait une partie de nuit. Cette partie de nuit, les règles étaient différentes, des distances d'engagement qui étaient différentes, des puissances qui étaient différentes. J'ai lu ce règlement, j'aurais pu rester, j'avais les capacités physiques de rester et d'enchaîner les 2 journées. Physique, ouais, on va peut-être pas mentir, j'étais un peu fatigué quand même. Mais ces règles-là me convenaient pas, donc j'y suis pas allé. Mais ça a plu à certaines personnes qui ont fait des fois 2h30 de route pour venir jouer sur cet événement. Donc si on n'a plus cette diversité-là, il y a des gens qui vont se désintéresser, qui vont partir, qui vont faire autre chose, ce qui est grave ou pas, je sais pas, j'en sais rien, mais apporter plus de diversité et mettre aussi beaucoup plus d'associatifs. N'attendez pas que des professionnels puissent résoudre les problèmes que vous avez. Il y a un problème, il y a quelque chose qui manque dans votre région, montez une association. Donc là on me dira, oui, les terrains sont compliqués, on ne peut pas les avoir, on ne peut pas les machins. Plus il y aura de demandes, plus les gens s'intéresseront à notre loisir, et plus les gens pourront peut-être se dire, tiens, finalement, louer un terrain en friche à une association d'airsoft, ça peut peut-être se faire. Nous, on a galéré, on a trouvé notre terrain, on essaye d'en trouver d'autres. C'est compliqué, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc je veux plus d'engagement. S'il y a un truc qu'il faut changer dans Airsoft, c'est plus d'engagement associatif. Que n'aimerais-tu pas voir dans le futur de l'Airsoft et la communauté francophone? Alors du coup, je ne vais pas dire de l'harmonisation, parce que ce serait redondant, parce que j'ai un problème avec la compétition, que ça devienne un Airsoft compétitif, que ça devienne un Airsoft spectacle. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui, il y a beaucoup de parties qui sont non pas clandestines, parce que, même si c'est le nom de ma brasserie, il y a beaucoup de parties qui se font entre soi. Entre soi, pour ne pas avoir des gens de l'extérieur qui pollueraient la façon de jouer. Je pense que, je ne vais pas déflorer de secret, mais il y a beaucoup de parties de World War II qui se font. Si on ne connaît pas des gens qui font déjà du World War II, on n'entre pas comme ça. Donc on a l'impression que c'est élitiste, que c'est machin, que c'est truc. Ça demande un investissement qui est peut-être un petit peu différent, en termes de temps, en termes de renseignement, en termes de... Il y a plein de choses à investir pour faire du World War II, mais ils jouent entre eux parce qu'ils aiment ce truc-là et ils veulent le protéger. Donc à la fois je veux de la diversité, mais à la fois je veux aussi qu'il y ait des parties qui puissent rester dans leur niche confidentielle. Parce que dès qu'on s'intéresse à l'airsoft, on n'a pas que des répliques dans les mains, on a tous et chacun d'entre nous des différentes façons de jouer, des différentes façons d'aborder le jeu, différentes limites. Moi je déteste les tag-in, j'ai fait de la pyrotechnie amateur, je garde mes 2 mains et c'est vraiment une chance d'avoir encore avec ce que j'ai fait 2 mains. Donc quelque chose qui pète et qui a été lancé pas par moi, j'ai peur. Voilà. Donc moi une partie où on autorise les tag-in, je lis bien le règlement et je me dis non, ce ne sera pas pour moi. Il y a plein de petites choses comme ça, donc je veux qu'il reste des choses de niche et ça je veux pas que ça change. Je veux pas que ça change. Je veux qu'il y ait des gens qui créent de superbes parties, qui jouent entre eux, qui ne communiquent pas. On n'en saura jamais rien, mais eux ils se seront fait plaisir. Quand on met quelque chose en lumière, on a toujours le risque que des gens viennent, sans faire exprès, polluer. Imaginons World War II, un scénario très construit, et que quelqu'un du... Alors, je vais tacler le Speedsoft, pardon, je l'ai jamais fait, mais on va dire quelqu'un de lambda. Quelqu'un de lambda qui s'intègre et qui, finalement, n'a pas le même état d'esprit et commence à polluer le jeu.
la phrase va être tendancieuse. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a trop que ça pose problème. Donc du coup, je comprends, et je veux que ça reste comme ça, que des gens créent des parties complètement confidentielles. Parce que eux auront une très belle expérience, et il faudra beaucoup d'investissement pour les intégrer, et pour pouvoir en profiter. Je veux qu'il y ait un côté, que tout ne soit pas élitiste, mais qu'il y ait un côté élitiste, qu'il y ait un côté dilettante, qu'il y ait un côté intermédiaire, qu'il y ait un côté privé, mais pas trop. Parce que rapidement, eux vont prendre toute la place. Ce que je veux pas que ça change, c'est ça. C'est la diversité. Je viens de me contredire. Mais c'est la diversité. Quelle est ta définition de l'airsoft? Alors, chez moi, c'est plein de choses. C'est qu'une petite partie de ce que je fais, en fait. Hein. Parce que je suis, finalement, je suis un mari, je suis un papa, je suis un chef d'entreprise, je suis un youtubeur, on dit comme ça, un vidéaste. Je ne sais même pas comment on dit, en fait. Vidéaste, youtubeur, je sais pas. Je suis un joueur d'airsoft, et je fais de l'upgrade. Donc, en fait, c'est qu'une toute petite partie de ce que je fais. Et pour moi, l'airsoft, c'est quelque chose qui me permet de me servir de mes 10 doigts, déjà. Quelque chose qui me permet de me faire plaisir, parce que quand on part de quelque chose qui ne fonctionnait pas ou peu, et d'apporter une valeur ajoutée, ça j'aime bien. De satisfaire quelqu'un qui a pu m'envoyer une réplique qui fonctionnait pas ou peu, et finalement dire « Ah, bah en fait, on peut avoir des performances comme ça à 1 joule », et pouvoir y penser et de me dire « Ah tiens, il jouait ce week-end, j'espère que ça s'est bien passé ». Ça, je trouve que c'est cool. Et il y a plein de petites entreprises qui font ça, Ready to Play Airsoft, et puis plein d'autres, hein, mais qui, voilà, un dimanche, voilà, quand ils bossent pas, ils se disent « Ouais, ça doit bien tourner. La réplique que j'ai montée là, le DMR, ouais, il doit bien fonctionner. » Donc, ça aussi, j'aime beaucoup. Organiser, résoudre des problèmes logistiques, résoudre des problèmes de réplique. Hein, on a parlé, l'upgrade, c'est avant tout ça, résoudre des problèmes. Se confronter aux autres et se rendre compte à quel point notre façon de voir est différente de celui qu'on a en face de nous. Et en quelques mots, se dire « Ah ouais, ça, je ne pensais pas du tout que ça pouvait être interprété de cette manière. » Qui n'est pas fausse, qui n'est pas meilleure, mais qui est simplement différente. Et quand je fais les rares fois où je fais des briefings, et quand on me pose les questions, je me dis à chaque fois dans ma tête « Mais c'était évident ça !» Et à y repenser, je refais la phrase, je me dis « Ouais, en fait, celui qui n'est pas dans ma tête, c'est pas si évident que ça, en fait. » Donc, ça permet aussi d'augmenter son élocution, son vocabulaire, se confronter aux autres, discuter en public. Parce que quand on se filme, on est tout seul. Donc, finalement, c'est comme si on parlait face à un miroir, donc on n'a pas le retour. Donc, par contre, quand on parle à plein de gens, il faut se faire entendre, il faut se faire... Donc, ça permet énormément de compétences pour celui qui veut en trouver. Parce que le joueur lambda, que j'aime beaucoup, lui, il veut juste jouer, et c'est très bien. Il y en a un qui veut devenir président de l'association pour organiser les choses, pour chapeauter, pour devenir un leader, un chef d'équipe. Je suis toujours impressionné quand je demande à une section qui doit être le médecin et que personne ne lève la main. Vous êtes 20 joueurs, il n'y en a pas un qui a assez le côté altruiste pour lever la main et dire je vais soigner les autres. 1 sur 20, c'est peu. Et ouais, me rendre compte que les gens qui sont tous autour et qui pratiquent le même loisir sont tous extrêmement différents. Et c'est arrivé qu'une seule fois où il y a 5 personnes qui ont levé la main pour dire je vais être médecin, qui étaient tous infirmiers ou médecins de profession. Donc oui, ils arrivent à faire glisser de leur profession, dans leur loisir, ce côté prendre soin des autres, être altruiste. Celui qui en forêt dit « Ah, il est caché derrière un arbre ». Et celui qui arrive à décrire correctement l'arbre. Il y en a un qui est un petit peu plus altruiste qu'un autre parce qu'il sait qu'il n'est pas en train de parler pour lui. Parce que l'arbre, lui, il le voit, l'autre ne le voit pas. Donc, il y a ce côté-là. Et ça, ouais, c'est vraiment un truc qui a changé chez moi beaucoup de choses sur la vision d'un même loisir avec le même échantillon de personnes. Ouais, de voir qu'on est très très différents et ça, c'est cool. Faut pas que ça change. Et quelle est ta définition du fair play? On va prendre une grande pour celle-là. Alors, ma définition du fair play, finalement, super simple. C'est ne pas faire ce que la règle t'autorise.
Voilà. J'ai une réplique à 1 joule. Chez nous, il n'y a pas de distance d'engagement. On a le droit de faire du full. Donc, je suis en forêt. J'ai une réplique à 1 joule. J'ai le droit de faire du full. Je peux mettre une rafale de full à 30 billes secondes depuis le bas du genou jusqu'au haut de la nuque, dans le dos. J'ai le droit. Sauf que le fair play me dit, paf, je me mets en semi, j'en mets une dans la chaussure. Voilà, pour moi, ça c'est la définition du fair play. Le fair play, au-delà de ne pas faire mal à quelqu'un et de ne pas le vexer, parce que la plupart du temps, les gens n'ont pas mal, en fait. Les gens sont vexés. Voilà. Ils sont plus vexés que blessés, même si ça touche à l'ego. Le fair play, pour moi aussi, c'est de laisser les autres jouer. Voilà, je me vois pas être comme... On a le droit de dire Kicking Mustang, on ne sera pas striké pour... voilà, il y a des chaînes YouTube, dont Kicking Mustang, qui se cachent dans un endroit et qui allument toute l'équipe adverse. Ça, j'ai du mal. J'ai du mal parce que je sais qu'en face, les gens passent un mauvais moment. Après, il y a le côté altruiste. Hein. Je me dis, si j'étais en face, j'aimerais pas qu'on me fasse ça. Donc, bon là, c'est très christique. Donc, du coup, je me mets à leur place. Et je me dis, voilà, j'en ai éliminé 4. Vas-y, je change de position ou je me mets en danger pour qu'ils puissent me sortir. Pour qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un échange en fait. L'airsoft, c'est pas juste se tirer des billes à très longue distance. Hein. Il faut échanger, il faut essayer de tester ses limites, se poser, bah tiens, est-ce que j'arriverai à capturer ce bâtiment? Ils sont 10, je suis seul. Je sais que non. Mais au moins, ces 10-là, il y en a un qui va me sortir et ça va être cool. Lui, il aura pu sortir son PA, paf, m'éliminer. J'aurais sorti le mien, j'aurais essayé de bricoler un truc. Mais au moins, il se sera passé quelque chose. Et c'est pas grave, parce que moi, je fais 50 mètres derrière. Je réapparais, lui il fait pareil, 50 mètres, il réapparaît. Donc du coup pour moi la notion de fair play c'est faire jouer tout le monde. Et dès que il y a... C'est la différence entre un joueur gentil et un gentil joueur. Voilà. Le joueur gentil c'est quelqu'un qui, même s'il a une supériorité, ne va pas écraser. Parce qu'il est foncièrement gentil. Il se dit, bon bah ok, il s'est mal placé, paf, je le sanctionne une fois. Au moins, en zone neutre, je pourrais dire, ah bah tu vois, quand tu t'es mis là, moi je t'avais vu de ce côté, et ainsi de suite. Le gentil joueur, il n'a pas d'autre choix. Lui, il a été gentil tout le temps, et à un moment, il pète un plomb et il commence à allumer tout le monde. Donc il vaut mieux être un joueur gentil et laisser être permissif, reculer quand il faut. Voilà, parce que reculer, ça fait quand même partie du truc. Voilà. Ou se retourner. C'est comme un Verdun. On ne recule pas, on se retourne. Voilà. Tu verras Manu de la tête de l'ours, je pense qu'il t'en parlera. À la tête de l'ours, on ne recule pas, on se retourne. Donc ça, c'est le fair play. On recule un petit peu. As-tu un message à passer, quelque chose à rajouter? Plein. Je ne sais pas s'il y a assez de bandes. Je dirais bien, entreprenez des choses, faites vivre ça. Ce que tu es en train de faire là, peu de gens l'auraient fait. Peu de gens l'auraient fait. Tu as un trait de caractère qui fait que, au lieu de trouver des excuses, tu as trouvé des solutions. Tu te déplaces, tu pars de loin, tu visites des gens, tu fais des bornes en C1, voilà, je le dis, une petite C1. Il y a énormément de choses et ça manque vraiment. Il y a plein de gens qui restent sur le canapé en train de se dire c'est pas pour moi, c'est compliqué, ça intéressera personne, ça peut se casser la gueule. J'ai pas les compétences. Là, quand on discutait un petit peu en off, d'acheter des bouquins pour savoir comment on règle, comment machin, comment bidule, faire un e-book, rien que ça. Je dis rien que ça, mais c'est déjà énorme. Se dire que je peux, moi, faire. Et personne va me prendre la main pour dire « Ah tiens, t'as peut-être la compétence là pour faire, pour machin. » Non. Il y a des traits de caractère qui sont, comme le tien, de faire des choses, et ça, c'est bien. Et si j'ai un dernier truc à dire, écoutez-vous, faites des choses, en fait. Faites des choses. Alors, lisez des bouquins, déjà. Lisez des bouquins. Mais faites des choses. Au pire du pire, ça se cassera la gueule, et c'est pas grave. Mais au mieux, ça vous apprendra un truc qui est génial, c'est l'humilité. Voilà. Donc, la prochaine fois que vous verrez une vidéo YouTube qui est mal montée, dites-vous bien que là, le matériel qu'il y a tout autour de nous, moi, je savais pas que c'était possible de le mettre ici dans la brasserie, en fait. Donc c'est un truc qui est hyper important et ça, c'est un trait de caractère, je pense, qui est inné, mais qui peut se développer. Et pour le développer, il faut regarder des choses et s'inspirer, en fait. Voilà, il faut s'inspirer et s'inspirer de gens qui nous tirent vers le haut.
On se fait souvent inspirer par des gens. Oui, j'ai été influencé. Oui, tu as été influencé, mais pas par ton pote qui a fait des études de mathématiques. Donc, il y a un moment, tu t'es pas fait influencer, tu as choisi ta pente naturelle. Donc, faites-vous inspirer par des gens qui font des trucs. Voilà, moi, il y a plein de gens qui m'ont inspiré sur des vidéos YouTube qui n'étaient pas forcément sur de l'airsoft, hein, mais quand je vois des Aurélien Barraud qui font des conférences, quand je vois des Jean Covici, quand je vois des y-penser, quand je vois des choses comme ça, je me dis, mais en fait, il y a des gens qui font, qui sont partis de rien, qui ont fait, et ça, c'est bien. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, faites des trucs. Faites vraiment des trucs. Ouais. Ce sera, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais faites des choses. Lancez-vous. Merci beaucoup. Bah, je te remercie. Je te remercie beaucoup.